Bonjour à tous, bienvenue sur Reporter Citoyen. Aujourd'hui, nous recevons notre ami Claude Janvier. Enchanté Claude, merci de revenir sur notre émission. Alors, on va pas dire que c'est la deuxième, c'est la troisième fois que tu reviens, puisque Anne étant un peu distraite, elle n'a pas enregistré la première émission. Et voilà, donc Claude Janvier, le retour. Clap, c'est reparti pour 15 tours. Bonjour, j'allais dire bonsoir, je ne sais pas, mais bonjour déjà. Anne, un grand merci pour l'invitation et bonjour à toutes et à tous. Voilà. Eh ben Claude, merci d'être là et on t'a invité tout simplement parce que tu nous as sorti un nouveau bouquin qui parle effectivement de l'état profond, qui est quand même un peu ta zone de prédilection. Tu as fait quelques petites recherches. T'aimes bien d'aller gratter, là, tu vois, fouiller, là. Ah oui, ça ne m'étonne pas. Et en plus, de votre côté, il y a quand même pas mal à gratter, donc voilà. Et donc tu viens nous présenter ton nouveau livre. Alors, je vais tout de suite le mettre à l'écran pour ceux qui ne l'avaient pas vu. Hein, donc, voilà. Quelle belle couverture. Voilà, ça, c'est la couverture. Alors, voilà, on va commencer dans le vif du sujet. Je vois, tu peux peut-être nous définir un peu le dessin que tu as sur ta couverture. Eh bien, ça montre bien l'état profond français. Là, on a toujours en visibilité dans tous nos pays, d'ailleurs, dans tous les pays de la Terre, hein, ce qui est visible, c'est-à-dire le président, les ministres, hein, et puis il y a toute la partie immergée, la partie invisible. Et ça, c'est l'état profond. Voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est ce qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, c'est la haute fonction publique et la haute sphère privée parce que les deux vont souvent bien ensemble, s'accordent bien sur tout un tas de choses. Alors, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que cet état profond, chaque pays a un état profond, hein, ça c'est une réalité. Et après, il faut faire le distinguo entre un état profond qui irait dans le sens du bien-être des peuples et de l'amélioration des conditions de vie d'un peuple en question, et un état profond qui va dans l'autre sens, c'est-à-dire dans le sens négatif, qui est là que pour s'enrichir, que pour s'en mettre plein les poches, comme on dit, que pour continuer à bénéficier des avantages nombreux, et continuer à avoir un peu un mépris viscéral envers les peuples et avoir une espèce de condescendance du style, vous le peuple, vous êtes bien, vous êtes juste là pour travailler et puis pour nous servir de chair à canon de temps en temps. Voilà, en gros c'est ça. J'ai bien résumé. Bon merci Anne de m'avoir invité. Écoute, passe une excellente journée. À la prochaine. Mais non, mais bon, nos auditeurs vont peut-être apprécier que tu donnes quand même des petites pistes d'action par rapport à ce que tu as écrit, pour nous donner l'envie d'aller commander ton livre. Bien sûr, mais je suis un grand blagueur. Un peu aujourd'hui, je sais pas, j'ai envie de blaguer un peu. Oui, je vois ça, tu es taquin. Je suis un peu taquin. Je suis un disciple de Pierre Desproges. On voit en tout cas que tu gagnes bien ta vie. Non, Claude, on voit que tu gagnes bien ta vie. Tu as derrière toi une grande piscine et tout. Donc, franchement, on voit que toi aussi, t'en profites. Ça gagne, hein, d'écrire des bouquins sur les états profonds. Hein. Qu'est-ce qu'on empile comme pognon? C'est invraisemblable. Allez, blague à part, je vais te laisser t'exprimer un petit peu sur ton livre. Pas de souci. Alors, oui, en fait, voilà, on a, comme j'avais sorti en novembre 2023 un livre qui s'appelle Les Démasqués qui dirigent réellement le monde, qui traite en réalité de l'état profond mondial, hein. Donc de l'oligarchie financière mondiale, internationale, apatride. Mon ami François Lagarde, qui est un ami, m'appelle en février et me dit tiens, ça serait bien qu'on puisse sortir un livre sur l'état profond français. Bon, je lui dis oui, d'accord, mais moi je voyais ça dans un an. Hein. Il me dit non, ce qui serait bien, ce serait qu'on le sorte avant les élections européennes du 1er juin. Il m'appelle en février pour le 1er juin. Chaud pour écrire un bouquin quand même. On l'a fait. On a été content finalement que notre éditeur, K-Édition, que je remercie d'ailleurs, j'en profite pour remercier Hichem Kassem et son épouse Leïla, qui ont joué le jeu et qui ont bousculé leur agenda pour que notre livre puisse sortir au mois de mai 2024, puisqu'il est sorti très exactement le 15 mai 2024. Voilà. Donc on se devait de
de faire une enquête du bon élève qui est l'État profond français. Quand je dis du bon élève, évidemment, je parle ici de l'État mondial, hein, en tant que professeur. Mhm. Et donc on voit bien qu'il y a vraiment une corrélation entre les deux, que ça marche de toute façon, de la même façon. Enfin, ça marche de toute façon de la même manière, pardon. Et en fait, en finalité, on voit bien qu'on est dirigé malheureusement bien trop souvent par une minorité de gens qui ne visent que leur enrichissement personnel. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que les ministres et les présidents passent, puisqu'en réalité, ils sont tous en CDD, hein, un contrat à Mhm. durée déterminée. Mais en revanche, la haute fonction publique et la haute sphère privée, en général, ils sont là pour longtemps. C'est-à-dire, ils font vraiment ce qu'on peut appeler aujourd'hui une carrière, c'est qui n'est plus évident pour le commun des mortels, est toujours évident pour eux, puisqu'à partir du moment où ils rentrent dans l'administration ou même ou qui sont présents dans la haute sphère du privé, en général, ils ont des carrières longues. Donc le problème, c'est que le pouvoir est entre les mains de technocrates. Là, je parle pour l'administration publique. Et quant à la haute sphère du privé, bah, le pouvoir est résumé entre quelques grands patrons. Alors là, je vais parler pour la France, puisque c'est de l'État profond français dont il s'agit. C'est quelques grands patrons qui dirigent en fait toutes nos sociétés du CAC 40 et les grands patrons des médias, puisque les grands patrons des médias, en fait, ce sont les milliardaires qui, eux, possèdent les sociétés du CAC 40, puisqu'ils possèdent quasiment tous les médias français. Donc voilà à peu près ce qu'on voulait décrire avec mon ami François. Et on a essayé d'être le plus exhaustif et tout en restant, j'espère, relativement assez simple pour que ce soit accessible à tout le monde. Parce qu'en fait, c'est des sujets quand même relativement assez compliqués, puisqu'il faut aller chercher un peu les tenants et les aboutissants et puis se lancer dans des explications qui sont pas forcément faciles. Je parle ici de tout un tas de paramètres, les mélanges entre les finances, les pots de vin, le trafic d'influence, enfin, etc., etc. Voilà. Donc on a essayé d'être le plus synthétique possible. Alors, qu'est-ce que vous êtes rendu compte que la France avait gardé son autonomie ou elle était quand même vachement téléguidée par d'autres entités? Ben, en réalité, la France, elle est pilonnée. Bon, elle est pilonnée déjà par les anglo-saxons, par les anglo-américains, donc depuis déjà, là où ça a pris un tour de clé, c'est depuis 1917. Il faut savoir que depuis 1917, les Américains qui sont soi-disant venus en libérateurs et nous ont permis de gagner la guerre 14-18, en fait, ça c'est une légende urbaine puisque rien n'est plus faux. En réalité, en 14-18, en 1917, donc, la France et l'Angleterre, qui étaient alliés à l'époque, étaient sur le point de l'emporter puisque, de toute façon, les trois pays, que ce soit la France, l'Angleterre et l'Allemagne, étaient totalement exsangues de cette grande boucherie européenne et mondiale d'ailleurs, et en réalité, on était sur le point de l'emporter. Donc les États-Unis se sont dit, oh bah oui, on va aller soi-disant se mettre là en premier plan, c'est-à-dire être les sauveurs. En réalité, pas du tout. Ils sont venus en 1917 surtout pour mettre le pied en Europe, afin de mieux la contrôler petit à petit, la gangréner et la piller, chose qu'ils font depuis 1917. Mmh. 1917, c'est aussi l'année, je le rappelle d'ailleurs, de la révolution bolchevique. Donc, 1917, ça a été vraiment une année assez funeste, en fait. Donc, en fait, en réalité, voilà. Donc, on est donc sous la coupe de cette oligarchie anglo-saxonne depuis encore plus 1917, avec l'émergence de monstruosités financières en plus depuis 30 ou 40 ans, tels que BlackRock, Vanguard, State Street. Ça, ces trois-là, je les détaille assez finement dans mon livre les Démasqués. Mais Oui, tout à donc, d'un côté, on a une émergence d'énormités financières
qui ont en fait pignon sur rue, qui ont leur rond de serviette à Bercy. Puisque tout à l'heure, tu me posais la question, quelle a été la collusion? Ben là voilà. Ça veut dire que nous, le cœur de la France, c'est Bercy, hein, c'est le ministère de l'économie, des finances et du budget. Et quand on est un pays riche, eh bien, on attire forcément les convoitises de pays étrangers. Et donc, bien évidemment, nous avons attiré les convoitises des Américains parce que en tant que pays riche. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Bercy, BlackRock, par exemple, a son rond de serviette à Bercy, ainsi que, par exemple, le cabinet McKinsey, le fameux cabinet sulfureux McKinsey. Ils ont tous les deux leur rond de serviette à Bercy. Non pas pour juste là être tranquillement. Non, non, ils sont là pour bien évidemment rafler ce qu'ils peuvent rafler, notamment pour BlackRock, tout notre système de retraite privée, pas la retraite publique, hein, ça, ils n'en ont rien à faire. Mais en revanche, toutes les retraites des professions libérales, etc., c'est beaucoup d'argent. Donc, ils sont là, évidemment, s'ils pouvaient se l'accaparer, ça serait absolument parfait, quoi. Faut pas oublier que BlackRock gagne son argent en mettant un pourcentage, c'est-à-dire que tous leurs clients, en fait, tous leurs investisseurs, évidemment, BlackRock gère de l'argent pour des investisseurs, mais évidemment, ils mettent un pourcentage, donc un pourcentage sur ce qui va se passer ensuite. Donc, à ce moment-là, ils gagnent énormément d'argent, puisqu'aujourd'hui, je rappelle quand même que BlackRock gère à peu près pour actifs plus de 10 000 milliards d'actifs aujourd'hui. Énorme. Quant à Vanguard, aujourd'hui, c'est 9 000 milliards d'actifs, ce qui est aussi tout à fait énorme. Et State Street, le petit troisième, c'est quand même 3 000 et 4 000 milliards d'actifs, ce qui est énorme. Donc, on est totalement... Le problème, c'est que la France, bon, bah, de toute façon, on fait partie de l'OTAN, hein, puisque Sarkozy, Nicolas Sarkozy, nous a remis dans l'OTAN, alors que le général de Gaulle nous en avait sorti en 66. Et malheureusement... eh bien, nous faisons partie de l'OTAN et nous sommes de plus en plus vassalisés donc à Bruxelles. Mais Bruxelles est sous la coupe donc aussi des Américains, puisque Bruxelles n'est pas dirigée, ça je glisse un petit mot, n'est pas dirigée par les députés européens, mais est dirigée en réalité par des commissaires technocrates qui sont totalement inféodés donc à l'oligarchie financière mondiale anglo-saxonne. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont mis à la tête de la présidence de l'Europe, du Parlement européen, une femme totalement illégitime à ce poste, en la personne d'Ursula von der Leyen. Elle est juste mise là par les commissaires, et les commissaires sont pas élus par le peuple. Donc, voilà. Quant à la France, eh bien, depuis Nicolas Sarkozy, ça s'est accéléré, c'est-à-dire que le déclin et la remise des clés de notre pays aux Américains se fait de plus en plus sentir et de plus évidente depuis Nicolas Sarkozy. François Hollande a enfoncé le clou, et puis alors là, celui qui est en train de finir de clouer le cercueil de la France, c'est Emmanuel Macron. Ça c'est clair, il n'y a pas photo. Et d'ailleurs, tiens Anne, un scoop pour toi et pour tous ceux qui nous écoutent. J'ai quand même un scoop, parce que tout ce que je suis en train d'exposer là est bien entendu documenté, mais grâce à un ami avocat qui s'appelle Maître Roland Sorviti à Paris, il m'a envoyé il y a une dizaine de jours un document très intéressant, puisque ce document a été enregistré au Journal officiel en France, 20 septembre 2024. Donc c'est très récent. Et ce document, ce qui est complètement incroyable, et j'ai failli en tomber de ma chaise d'ailleurs, c'est que c'est un document comme quoi où l'existence prouve l'existence et la création et l'existence maintenant pérenne, puisque c'est un journal officiel, d'une direction générale de la mondialisation au sein du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, donc le Quai d'Orsay. Et là, donc sur 2 pages, enregistré dûment au journal officiel, direction générale de la mondialisation. Alors là, donc ils ont vendu la France. Exact, mais c'est là où c'est très pernicieux, parce qu'en réalité, donc sur 2 pages,
Donc le titre, création de la Direction générale de la mondialisation, très bien. Et pour chaque secteur à peu près d'activité d'un pays, est nommé un technocrate, un haut fonctionnaire d'État, qui peut signer à la place du ministre tout acte, décision et notification, pas les décrets. Mais quand même. Et quand j'ai regardé, j'ai lu un peu quels étaient les domaines qui étaient donc représentés et dirigés par un haut fonctionnaire d'État, force est de constater que c'est quand même assez incroyable, parce que tout y est. La cybercriminalité, les nanotechnologies, l'énergie, les pays du G7, du G20, la gouvernance démocratique, ça, pour d'interrogation, j'ai pas trop suivi, mais c'est voilà. La langue française, oui, la langue française, tout y passe. Ça veut dire que tous les secteurs de notre société sont donc aux mains de technocrates qui peuvent signer demain tout acte, décision, notification à la place du ministre. Ça veut dire qu'ils peuvent signer sans que le ministre soit averti. Oui, mais sans que la population ne soit avertie, il n'y aurait rien du tout. Donc, en fait, ils sont en roue libre, complètement en roue libre. Encore moins. Ça veut dire qu'en fait, les ministres aujourd'hui, de plus en plus, c'est juste pour amuser la galerie, hein. C'est-à-dire que en fait, ça occupe les gens de savoir si tel ministre, il est de droite, de gauche, et que mon Dieu, il va aller dans le sens de l'amélioration du pays, et blabli, et blabla, et bloblo, et blabla. Sauf qu'effectivement, dans les faits, c'est du pipeau, c'est du grand violon, c'est du théâtre de Guignol. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, pendant que la majorité des gens sont focalisés un peu sur, ah oui, alors là, en France, le Premier ministre, Michel Barnier, oui, en réalité, tout se passe en dessous, c'est complètement vrai. C'est-à-dire que les tenants et les aboutissants aujourd'hui d'un pays, ça se passe en dessous. Et ce qui est en train de nous arriver à la France, il y a aucune raison pour que ça se passe pas chez nos voisins. C'est-à-dire que l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, Portugal, la Belgique, etc. Je pense qu'effectivement, tous les pays européens ont aujourd'hui une direction générale de la mondialisation qui a été créée dans un de leurs ministères. C'est évident que si ça a été créé chez nous, c'est créé chez nos voisins. Ce qui accorderait un peu leur violon, d'ailleurs, entre parenthèses. Et en réalité, donc, tous les pays européens sont donc dirigés par des technocrates, réellement et officiellement, puisque cette fois-ci, c'est officiel, pour la France en tout cas. Et comme Bruxelles est dirigée par des commissaires technocrates, eh bien, en fait, nous ne sommes dirigés que par un paquet de technocrates qui eux-mêmes obéissent au doigt et à l'œil à cette oligarchie financière mondiale apatride, donc à cet État mondial. Eh bien, s'il y a des gens donc qui ça se veut dire présentent... que chaque nation a vendu son peuple en esclavage à une entité supérieure. C'est exactement cela. Ah ben oui, je suis désolée. Et alors bon, vu qu'on a quand même, je dirais, la Déclaration universelle des droits de l'homme qui dit que l'esclavage est quelque chose qui doit être aboli, etc., on est hors loi. Excellente remarque. Ils n'ont pas respecté, je veux dire, la base fondamentale des lois de la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est ça. Alors, est-ce qu'on doit continuer à obéir? C'est là qu'il faut se poser la question. Eh bien, alors pour ceux qui veulent continuer à bénéficier pour l'instant de leurs avantages, parce que les cadres supérieurs en France, toute cette frange de bobos qui effectivement obéissent au doigt et à l'œil à tout ce qui se passe et surtout à l'État, eux, ils veulent absolument pas que leurs petits avantages soient mis en péril. Après, pour le reste de la population, effectivement, il est peut-être temps de se réveiller parce que dans quelques années, il sera trop tard. Hein. On sera dans une énorme machine où, de toute façon, le bien-être, où le bien-être des peuples sera de plus en plus atomisé et où il y aura une espèce de globalité de gens qui
qui marcheront un peu la tête baissée et qui iront tous les matins essayer d'accomplir leur dur labeur pour faire vivoter un peu leur petite famille. Parce qu'en vrai, c'est même pas un tableau noir, hein, je pense que c'est un tableau réaliste. Vraiment. Alors, j'étais en train de me poser la question justement en t'écoutant. Je sais qu'on peut créer un État avec un certain nombre de personnes. Ah oui, ça je sais pas, j'ai pas trop étudié la question, Ben, il est mais possible de créer un État avec un certain nombre de personnes. Et j'étais en train de me dire, mais pourquoi on ne fait pas ça en fait Mais je veux oui, dire, maintenant, il d'accord. faut peut-être un territoire. Non, non, non. Ben oui, enfin bon, je veux dire ça, c'est quand même, il faut quand même qu'on trouve des solutions, des alternatives, qu'on puisse au moins, je veux dire, il y a quand même des nations qui sont en train de sortir euh, du jeu. Je dirais qui essayent, en tout cas du moins. Je ne vais pas dire qu'ils vont y arriver, mais on a quand même la Savoie libre, la Bretagne, etc. En dehors, et tout, il y a quand même certains endroits qui prennent leur autonomie. Oui, Est-ce enfin attention, c'est une autonomie sans être une autonomie, voilà, parce que en réalité, avoir une autonomie aujourd'hui, faut pas rêver, hein. Faut pas rêver. Je sais que j'ai des amis savoyards, ils sont en train de pousser pour la reconnaissance de l'État de Savoie, etc. Mais bon, c'est pas que je trouve ça très bien comme initiative. Maintenant, dans la réalisation, c'est compliqué. C'est compliqué ah, parce c'est qu'on peut clair. pas se retrouver du jour au lendemain indépendant et se dire bon bah maintenant c'est bien, on est indépendant. Puis être indépendant par rapport à qui, par rapport à quoi, reste la question. Après la Bretagne, le Pays Basque, le comté de Savoie, la Corse, bon bah toutes ces régions sont plus ou moins revendiquent une certaine revendiquerait, quoique ça commence à passer de mode, une certaine autonomie. Bon, plus c'est un peu plus centré sur de la régionalisation, des fois un peu Mhm. extrême. Bon, ma foi, que je cautionne pas forcément et que je ne rejette pas forcément. Je dirais bon, bah, ça m'amuse, mais Bah, je trouve ça un petit peu. qu'ils agissent, je veux dire pour freiner la progression. En fait, faudrait devenir des petits moustiques dans une chambre à coucher. On est bien d'accord. Un petit moustique dans une chambre à coucher, ça peut être emmerdant, hein. Oui, c'est pas faux. Mais est-ce que c'est réellement là leur but? Ça, je ne sais pas. C'est toujours C'est ça parce ça. que j'ai vu le cas de la Bretagne, par exemple. Bon, je vais taper un peu sur les Bretons. Là, je suis désolé s'il y a des Bretons, ils vont m'en vouloir. Mais moi, je sais pas. C'est Claude Mais en Janvier. C'est Claude Janvier. c'est quoi? C'est Claude Janvier. Voilà. Passe-moi le Celte. Non, c'est pas ça. Oui. Enfin, bon, non, non, mais je vais râler un peu parce que les Bretons, c'est bien gentil. À un moment donné, je les prenais vraiment pour des contestataires engagés. Ah, alors, ils l'ont peut-être été sur certains plans. Je ne conteste pas. Mais enfin, sur la période crise sanitaire, merci du cadeau, ils se sont engouffrés tous. Mais Mhm. alors, vraiment bien, hein, carré, hein, les Mhm. Bretons. Hein. Là, je peux pas dire qu'ils aient été franchement top. Quant aux éoliennes, Quant aux éoliennes qui envahissent aujourd'hui tout le littoral marin breton, je les entends pas beaucoup faire quelque chose non plus. Donc, à Mhm. un moment donné, bon, moi, je veux bien tout ce qu'on veut. Hein. C'est bien d'écouter de la musique celtique. J'adore. En plus, je n'ai rien contre. Mais enfin, au-delà de ça, c'est bien le renouveau de la langue bretonne. J'ai rien contre non plus. Mais au-delà de cela, il y a quand même des champs d'éoliennes entiers qui sont construits et qui ont été en plus approuvés par le Big Chief là-bas, je me rappelle plus son nom, qui gère toutes les côtes du Morbihan, etc. et du Finistère. Et j'ai pas vu grand monde s'opposer au projet. Donc, il y a un moment donné, bon, c'est bien. C'est bien la régionalisation, mais il faudra peut-être se réveiller un peu contre les calamités quand elles arrivent au sommet de l'État, hein, via le sommet de l'État, parce que c'est quelque chose qui ne colle pas. Quant à la Corse, ou les Corses, je les entends toujours, nous les Corses, ouais, bah c'est pareil. Quand il y a eu la crise sanitaire, on pouvait même pas débarquer par ferry en Corse, parce que si on n'avait pas le pass vaccinal. Il faut quand même se calmer là. Moi, je veux bien tout ce qu'on veut, mais alors bon, je mets toujours un peu des guillemets là. Je veux dire, il faut pas Ouais, se prendre. exactement. Mais c'est une conversation. C'est intéressant d'avoir ton point de vue, hein. C'est pour ça que je te pose la question. Parce que bon, pour le moment, on Après, essaie d'essayer de trouver des solutions, parce que ce que tu donnes comme et information est extrêmement anxiogène. On est bien d'accord. Je veux dire, là, ça veut dire c'est qu'on assez est complètement anxiogène. pourri.
c'est de la réalité. Mais c'est Ah anxiogène, oui. j'en conviens. Après, je pense que non, je pense qu'on peut plus rentrer. Je pense qu'il est temps quand même de prendre ses responsabilités. Je parle pour une majorité de gens. Je pense qu'il est temps de rentrer en désobéissance civile non violente. Il est temps de dire non. Je parlais des éoliennes à l'instant, mais si de plus en plus de gens étaient convaincus que ça n'amène rien, et en plus d'après des études officielles, même ça n'apporte rien au niveau énergie, ça ne produit pas d'énergie. Donc à un moment donné, il faudra peut-être qu'une majorité de gens, quand ils voient défigurer les paysages, quand ils voient les retombées que ça a des champs d'éoliennes, tant sur la faune, la flore et la vie humaine, faut peut-être arrêter, il faut peut-être arrêter de dire oui, ben on n'y veut rien, il faut peut-être juste commencer à taper du poing sur la table, à dire non, je ne suis pas d'accord. Voilà, et entrer dans une forme de désobéissance civile non violente. Quand un drag queen fait un spectacle, c'est là comme à Vouvray, dans le pays de la Loire, sans blague, c'est même pas dans une grande ville, c'est que le maire de Vouvray, ou la mairesse, je ne sais pas, mais peu importe, vient d'autoriser un spectacle de drag queen dans une maternelle à Vouvray, dans le pays de la Loire. Mais qu'est-ce qu'ils foutent là, les parents des gamins là, ils sont pas en train de taper sur la table pour dire attendez, on veut bien un spectacle de conte. C'est en plus un spectacle de conte pour les enfants, fait par un drag queen. Non mais moi j'ai rien contre les drag queens, je m'en fous. Le gars il peut être drag Mais qui queen et restent à des leur place. Donc, je veux dire, ils n'ont rien à faire avec des enfants parce que là, c'est voilà. atteinte à la pudeur. On est bien Après, d'accord. Donc, bah, ça devient n'importe quoi. Si le gars, il a envie de se déguiser en pelle à tarte, moi, je m'en fous, c'est son problème. Mais qu'il vienne pas faire un spectacle de conte à des enfants non de mon construits show. Et psychologiquement. alors là, Exactement. c'est pareil. La question se pose, qu'est-ce que font les parents? Ils bougent ou ils bougent pas? Ou alors, s'ils bougent pas, ils sont complices. C'est-à-dire, si on bouge pas, qui ne dit mot consent, ça veut Je dire suis qu'on tout est à fait complice. d'accord. Voilà. Et Exactement. c'est, Donc, je veux dire, à un et, moment donné, se responsabiliser. à un moment donné, il faut il faut savoir. Et je pense que rien n'est écrit. Et je pense qu'effectivement, on peut tout arrêter et on peut tout remettre en cause à partir du moment où ça n'apporte pas de survie immédiate pour soi-même, sa famille et son environnement, etc., etc. Donc voilà, en ce sens-là, on peut y faire quelque chose. C'est vrai que c'est assez anxiogène, mais c'est anxiogène pourquoi? Parce que personne ne s'est levé depuis 40 ans pour dire, eh oh, faudrait peut-être commencer à arrêter bref, j'allais dire les conneries, maintenant je vais le dire, faudrait Tu peut-être peux le dire. arrêter. Chez moi, il n'y a pas de censure. Tu le sais. Profites-en. Dis caca pipi si tu veux. Non, non, mais je veux dire, à un moment donné, on dirait tout d'un coup que tout arrive comme ça. Ben mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, moi. À un moment donné, il faut peut-être arrêter. Il faut peut-être sortir de son précaré, sortir de son petit univers. Je parle pas pour toi ni pour ceux qui nous écoutent, mais je pense que c'est un message à faire passer. Il faut arrêter d'être coincé dans son petit précaré et n'avoir que de vision que pour sa petite famille, ses petites vacances, sa petite auto et son petit chapeau, et commencer un peu à regarder ce qui se passe autour, quoi, et arrêter je sais pas moi, d'être l'esclave servile un peu d'un État qui ne nous veut pas du bien. C'est ça Non, encore. mais Si encore, il fait croire, c'est un manipulateur. Donc, je veux dire, dans l'idée, oui, alors moi, j'essaie de faire l'avocat du diable, mais quand tu sais, de toute manière, bon, on est tous un peu pareils, hein, il y a des avantages, hein, d'être l'enfant d'une nation, entre guillemets. Ah, parce que ben ils nous tiennent par quoi? Par des facilités. J'ai des facilités, soi-disant, ben, enfin des facilités, on se comprend, hein. Je veux dire, parce que ce qu'ils donnent, ils le retirent d'un autre côté, mais les gens voient que ce qu'on donne, mais ils ne se rendent pas compte qu'en fait, si on te donne d'un côté, c'est qu'on te le reprend de l'autre, et que de toute manière, ce qu'on te donne, c'est ce que tu as payé pendant des années au niveau des taxes, qui ne sont peut-être pas mises au bon endroit, mais en fait, au final, tu les récupères. Il faut bien que tu les récupères d'une manière ou d'une autre, un tout petit peu, quoi. Sinon, ça sert à rien de payer pendant des années des taxes et des taxes. On a fait une société qui prenait en charge, qui infantilise et qui déresponsabilise chaque personne. C'est ça en fait le problème, c'est que on a toujours l'impression, oui mais c'est pas de ma faute, hein. C'est eux qui dirigent. Ben si, c'est de ta faute. À partir du moment où tu votes pour une couleur, c'est de ta faute. Si tu continues à voter en espérant qu'ils vont changer les choses et que tu es naïf assez de croire qu'ils vont changer les choses et que tu ne fais rien de ton côté pour essayer de trouver des solutions, c'est de ta faute. Comme tu dis si bien, qui ne dit mot consent, tu ne te prends pas en charge, ne viens pas te plaindre que quelqu'un a pris en charge ton bien-être
Et c'est peut-être pas ton bien-être, c'est peut-être le sien, tout compte fait, parce que lui se prend en charge. C'est ça, Si toi, tu ne te c'est prends ça, pas en charge, eux, ils se prennent en charge. c'est ça, c'est ça. C'est leur bien-être à eux, pas le bien-être des peuples, hein. En général, c'est leur bien-être à eux. C'est ça, Alors c'est comment ça. ça fonctionne? Ben, au niveau des institutions, on sait très bien que de toute manière, il y a quand même des petites enveloppes qui se glissent régulièrement pour qu'il y ait des lois qui soient créées, qu'il y ait des choses qui passent, des décrets, etc. pour faciliter quoi? Au départ, c'est quand même toujours l'argent, on est bien d'accord. Ah bah, de toute façon, c'est l'argent, malheureusement, qui mène le monde. C'est toujours la même histoire, hein. Ça, c'est toujours la même histoire. C'est qu'une question d'argent. Qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple? Bah, par exemple, Alstom, le bradage d'Alstom par Emmanuel Macron. En réalité, ben, ça a été totalement fait sciemment, en réalité, pour en faire cadeau aux Américains, pour qu'ensuite nous on le rachète et encore qu'une partie. Enfin, c'est de toute façon très compliqué. Mais par exemple, je vais en revenir peut-être à un sujet encore plus simple. En réalité, par exemple, le bradage de nos autoroutes, c'est-à-dire qu'on avait au départ en France des autoroutes nationalisées, et tout d'un Oui. coup, Dominique de Villepin, ministre à l'époque de Jacques Chirac, on fait cadeau. Alors c'était pas que son initiative à lui, hein. On fait cadeau donc à des sociétés privées. Bon, ça c'est de l'état profond, hein, ce que je vais expliquer. Jusque-là, déjà la première question, on se dit pourquoi priver l'État d'une manne Donc, d'argent aussi importante d'un pactole, parce qu'en réalité, quand on voit ce qui rentre tous les jours au niveau des péages, j'ai essayé de le calculer un jour, c'est incalculable. Mais alors déjà, ça c'est la première question. La deuxième question, tout d'un coup, depuis Dominique de Villepin jusqu'à aujourd'hui, il y a eu quand même 3 plans de relance pour que ces braves sociétés privées donc, qui gèrent les autoroutes, qui se mènent plein d'argent dans les poches et dans les poches de leurs actionnaires, tout d'un coup, ils demandent des plans de relance à l'État parce qu'ils ne peuvent pas, soi-disant, financer les travaux. Ils n'ont pas assez d'argent, les pauvres petits. donc ils Donc, ils veulent demandent l'argent des... du beurre, le sourire de la crémière. Oui, exactement. Mais, étonnamment, par 3 fois, l'État français a accordé un plan de relance aux sociétés autoroutières. Ça veut dire que l'argent des contribuables sert à financer les travaux de sociétés autoroutières privées. Et le dernier plan de relance en date a été sous le gouvernement de Madame Elisabeth Borne, c'est-à-dire il n'y a pas si longtemps que cela. Donc ça aussi, c'est de l'état profond. Ça, c'est de l'escroquerie. Parce que c'est une véritable escroquerie. Oui. C'est-à-dire, c'est prendre de l'argent du contribuable français et de l'offrir donc pour financer des travaux aux sociétés, à des sociétés Oui. privées. Mais je veux dire, c'est invraisemblable. C'est-à-dire que moi, on peut en parler avec mon épouse d'une façon un peu plus, parce qu'on n'a jamais été quasiment salarié de notre vie, on a toujours été auto-entrepreneur. Mais ça nous serait jamais venu à l'idée, elle comme moi, d'aller voir l'État ou d'aller voir le préfet du coin et lui dire, oh, bah, avec ma petite société, je m'en sors pas, vous auriez pas un petit plan de relance, hein? Non, mais on nous aurait regardé, on nous aurait rionné, on nous aurait dit, mais madame, monsieur, vous êtes gentil, mais c'est peut-être à vous de gérer correctement votre bilan, vos actifs et vos passifs. Là, pas du tout. Les sociétés autoroutières privées, oh, bah, on se met pas assez, on veut pas dépenser nos bénéfices, donc on va demander des plans de relance. Non, mais on rêve. Ben voilà, ça, c'est de l'état profond. Ça, c'est de la criminalité, parce que ça, c'est de la criminalité en col blanc. C'est-à-dire que là, et j'ai pas peur des mots, ça en est vraiment. C'est-à-dire, c'est prendre de l'argent d'État, donc public, pour l'offrir à des sociétés privées et pour engraisser les actionnaires. Donc ça, c'est une honte. Ça, Et c'est les vraiment actionnaires, scandaleux. on retrouve les mêmes acteurs dans les actionnaires que parfois au niveau politique, on est bien d'accord. Absolument. Absolument. Ben, c'est ça aussi C'est qu'on cet a mis argent en qui tourne exergue. entre eux.
C'est ça qu'on a mis en exergue dans notre livre parce que c'est très intéressant parce que justement il y a les clubs secrets discrets franco-français qui sont d'ailleurs les mêmes. Enfin, ils retrouvent leurs pendants, je dirais, et leurs frères jumeaux dans les clubs secrets discrets mondiaux. Et en réalité, les clubs d'influence en France, il y en a pas énormément, mais enfin il y en a quand même 5 ou 6. Et les principaux, c'est le club du siècle, le fameux club du siècle, Mhm. l'Institut Montaigne, le Cercle Turgot, le think tank Terra Nova. Voilà, ça c'est les principaux. Et tout le petit monde restreint de hauts fonctionnaires d'État, même des fois le président y assiste et quelques ministres et des ministres y assistent aussi, les grands patrons de presse et les grands patrons donc des sociétés du CAC 40, se retrouvent une fois ou deux par an, par exemple au siècle, se montrent leur dernière Rolex, parce que bien évidemment, il faut se montrer la dernière Rolex à la pointe du moment, mais en même temps, bien entendu, continuent à se passer les postes, à se repasser les avantages et surtout bien se conserver au chaud et à l'abri de tout ce qui peut arriver. Et alors, c'est marrant parce que le terme, par exemple, illustre bien. Le terme pantouflage, c'est quoi? C'est un haut fonctionnaire d'État public qui passe dans le domaine privé. On appelle ça du pantouflage. Donc ça veut bien dire, ça illustre bien pantoufler. C'est confortable, c'est cossu, c'est voilà. Et quand une haute personnalité du secteur privé veut passer dans la haute sphère publique, on appelle ça du rétro-pantouflage. Donc c'est intéressant aussi. On voit bien cette ambiance sophistiquée, cette ambiance aseptisée où tout est confort, où il faut surtout pas perdre ces petits avantages. Alors, j'ai quand même vu ici récemment que Madame von der Leyen s'était octroyé une augmentation de 3 000 € par mois, alors qu'elle gagnait déjà 30 000 €. Hein, donc maintenant, Bah ben oui, la voilà, elle pauvre chérie. 3 000 euros. Bah Elle oui, a les frais de coiffure, je suppose, et de maquillage, et peut-être oui, bah oui, la manucure. pauvre chérie, elle a du mal à boucler ses fins de mois. Oui, bah oui, bien sûr. Ouais, oui, oui. Alors, Mais ils sachant sont, que nous, donc, nous, on commence à trimer et qu'on sent vraiment l'inflation qui est là, puisque c'est latent, hein. La crise, elle est juste ici, imminemment sous peu. D'ailleurs, de plus en plus de personnalités parlent du mois prochain, et que c'est le crash financier, on va se rétamer, mais violemment, parce que là, on a prévenu depuis un certain temps que la France, la Belgique sont sous tutelle, comme en Grèce, parce que les gens ne sont pas conscients. Hein, tout le monde part en vacances, tout le monde vit sa vie. Ils ont encore un peu à manger dans le frigo, donc ils ne s'inquiètent pas. Donc, et là, je pense que les gens ne vont pas. Il y en a certains qui ne vont pas se relever, quoi. bah, le problème, c'est que les gens attendent toujours d'avoir le frigo vide pour commencer à se bouger. Mais c'est un peu tard d'avoir le frigo Mm. vide pour commencer à se bouger. C'est-à-dire qu'il faut commencer à se bouger un peu avant. Mais je sais pas, j'ai l'impression, j'avoue que à un moment donné, j'ai un peu du mal à comprendre. Je me dis, mais il y a quand même moi je vois bien, hein, on habite à la campagne, mon épouse et moi, et on a des voisins, mais les voisins, bon, ils mènent leur petite vie tranquille. Ah, c'est des gens charmants, hein, mais ils mènent leur vie tranquille et ils ont l'air de planer, je sais pas, ils planent, je sais pas dans quoi ils planent, mais c'est très compliqué en fait. En fait, ce qui est compliqué, c'est la non observation de ce qui se passe réellement et la non compréhension d'un certain nombre de choses. Ou la Et léthargie, tout simplement. Est-ce qu'il n'y a pas un côté ouais, léthargique aussi, où on nous a donné des jeux du pas. Tu vois bien qu'au niveau des émissions, ça ne passe pas très haut. Hein. Moi, je regarde plus la télé parce que sinon, tu te tires vers le bas. Hein. Écoute, les Marseillais, tous des trucs un peu dans ce style-là. Quand tu vois passer ces bazars-là, tu te dis, mon Dieu, mais c'est quoi ça? Attends, écoute, les émissions, c'est une catastrophe, quoi. Il n'y a plus rien d'intéressant, plus rien de constructif, plus rien qui t'informe réellement, à part une fois de temps en temps une émission de Élise Lucet qui sort justement sur McKinsey et qui en fait ça peut réveiller, parce qu'à un moment donné je me dis tiens, elle s'endort, notre amie Élise, moi qui l'aimais vraiment beaucoup. Je me suis dit tiens, c'est bizarre, elle s'endort un peu. Là elle a fait fort, hein. McKinsey elle a quand même été bien grattée un petit peu plus profondément quand même, donc il était temps que ça se réveille et qu'on puisse avoir des émissions où les gens ils doivent se rendre compte. S'ils ne se rendent pas compte maintenant, ils sont morts, hein, ah honnêtement. bah ouais, c'est un peu ce qu'on se disait, ce qu'on échangeait à l'instant, c'est ça, hein, le problème, c'est que
voilà. Mais alors, il y a un autre problème avec la léthargie. Bon, déjà, il y a deux autres problèmes. C'est que, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'on a malheureusement affaire à une population qui est de plus en plus droguée. Parce qu'il y a les drogues légales qui prennent de plus en plus d'importance, hein, aujourd'hui, je fais la comparaison. Nous, dans les années 70, je veux dire, dans les années 70-80, bon, qui fumait vraiment du hashish, la marijuana? Les marginaux. Sortis des Mhm. marginaux, on peut pas dire que beaucoup de gens étaient adeptes. Aujourd'hui, pratiquement toute la population fume de la marijuana ou du hashish. Donc Mhm. déjà, il y a quand même quelque chose qui a considérablement augmenté. En plus, il y a eu l'émergence et il y a l'émergence de plus en plus de drogues illégales dévastatrices, c'est-à-dire qui transforment en zombies Oui. n'importe quelle personne en l'espace de quelques heures. Donc ça, c'est la partie drogue légale. Mais à côté de ça, drogue illégale, je veux dire. Mais à côté de ça, il y a les drogues légales. C'est-à-dire qu'en France, par exemple, on est les champions de la consommation de psychotropes, donc d'anxiolytiques et de somnifères. On en est quand même depuis des années à 122 millions de boîtes de consommées par an. Ce qui fait quand même, on est 68 millions d'habitants, hein, ça fait quasiment 2 boîtes par habitant. Si Mhm. on prend quand même, si on fait une extrapolation et qu'on se dit bon tout le monde n'en prend pas, ce qui est évident aussi, ça veut dire que ceux qui en prennent, ils en prennent beaucoup. Mais ces gens-là, ils sont donc drogués pour peu qu'ils se rajoutent un petit pétard de temps en temps et quelques petits verres d'alcool. Ça veut dire que ces gens-là sont planent ils sont un peu dans le cosmos. Donc déjà, on a affaire à une population de plus en plus droguée. Donc, la drogue, ça anesthésie beaucoup les facultés. Ça, c'est d'une évidence aussi. Ensuite, il y a aussi quelque chose qui n'est pas vu. Malheureusement, alors là, cette fois-ci, malheureusement, une ensemble de la majorité de la population planétaire, cette fois-ci, c'est qu'il y a des gens qui malheureusement se lève le matin avec une volonté de détruire son prochain ou de volonté de détruire un pays, etc., etc., et se couche le soir avec la même idée, tout en ayant l'idée aussi complètement folle de vouloir engranger de plus en plus d'argent, etc., etc. Mais ces gens-là sont des malades mentaux. Et ça, c'est pas vu. C'est quelque chose qui n'est pas vu, qui n'est pas observé par une bonne majorité de gens. Tu Parce parles qu'il est de, là. par exemple, tu parles des auteurs des Guidestones, par exemple, enfin, ces fameuses stèles qu'on a Je parle, retrouvées mais je pour parle même limiter des, la je population. parle même de l'état mondial profond, oligarchique, etc. Ces gens-là sont pas sains d'esprit, je veux dire. Ils Mais c'est engrangent des pour notre bien, milliards. Claude. C'est pour notre bien, puisque le but du jeu, c'est qu'on ait plus d'espace et qu'on soit moins nombreux sur Terre et qu'on consomme moins, puisque bon, nous ne sommes pas gérables. Nous sommes la petite populace non gérable et que eux sont mieux que nous, puisque eux, ils peuvent se permettre d'être dans des avions, des jets privés, de consommer de l'eau à outrance pendant que nous, on coupe notre robinet pour se brosser les dents. Donc nous sommes des petits cafards en fait. Au final, on mérite nous de manger des Non, cafards, mais, non, mais là-dessus, on est d'accord. Mais ce qu'il faut voir derrière, c'est qu'on n'a pas affaire à des gens qui sont sains mentalement. On a affaire à de vrais psychopathes. C'est-à-dire, ces gens-là sont instruits, en général, sont bien habillés, portent des costumes 3 pièces, ont des très beaux discours, fondent tous les jours ou tous les 2 jours des fondations humanitaires qui sont plus des usines à gaz à faire engraisser ceux qui travaillent dedans qu'à soulager les maux de la terre. Mais ces gens-là, en fait, ont un esprit complètement déformé. Ça veut dire qu'ils sont pas comme toi, comme moi ou comme les gens qui nous écoutent. C'est-à-dire que tous, avec nos travers, avec nos points positifs et nos points négatifs, un on a minimum toujours d'empathie. essayé puis on a toujours essayé, d'en faire ce peu, de se remettre en question et d'essayer d'aller vers un sens positif. Eux, pas du tout, ils se remettent jamais en question. C'est-à-dire, c'est ce qu'on a affaire à des véritables cinglés. Mais de véritables cinglés qui, bien trop souvent, cherchent tellement la puissance et le pouvoir qu'ils se hissent à la tête de pays. Et ils y sèment la mort et la destruction. C'est-à-dire, si on prend des exemples concrets, on peut prendre un exemple comme Pol Pot, par exemple, le Mhm. fameux dirigeant cambodgien, qui à un moment donné a exterminé les 3 quarts de son peuple parce que le mec était fou. On a un Zelensky en Ukraine qui est en train de mener à la boucherie toute la jeunesse ukrainienne parce que le mec juste il est juste cinglé. On a un Benjamin Netanyahou qui effectivement a la même politique, c'est-à-dire c'est un cinglé.
Et le problème, on a un Joe Biden qui est tout aussi cinglé. C'est-à-dire que le problème de ces gens, c'est que ce sont des gens qui vont dans la même idéologie mortifère, qui paraissent très convaincants, qui paraissent très... Alors, ils vont donner tout un tas de justifications comme quoi ce qu'ils font, c'est bien et que ça va dans le sens d'améliorer l'humanité. En réalité, ce sont d'authentiques et de vrais psychopathes. C'est ça qu'il faut comprendre. Et ces gens-là, malheureusement... Alors, à la question pourquoi c'est comme ça, je ne sais pas. Moi, je ne fais que qu'observer un fait, et malheureusement, depuis la nuit des temps, c'est ce qui se passe. Il y a Mhm. toujours une minorité de Est-ce que gens tu ne qui crois vont pas arriver qu'il faut... et qui Mais oui, vont mais détruire justement, la majorité de la population. mais est-ce que tu ne crois pas, excuse-moi, est-ce que tu ne crois pas que justement il faut de la folie pour pouvoir dominer sur quelqu'un d'autre? Parce qu'en fait, c'est contre nature. Logiquement, on n'est pas censé dominer l'autre. Donc, quelqu'un, c'est souvent les déséquilibrés qui veulent dominer l'autre. Donc moi, en tant qu'être équilibré, j'aurais pas envie d'avoir des fonctions politiques à l'heure actuelle parce que je vois bien qu'il faut écraser pour pouvoir avancer. On doit oublier son empathie, on doit oublier la tristesse humaine parce que qu'est-ce qui est important, c'est le fonctionnement d'une machine de guerre qui va tout le temps plus de l'avant, mais en écrasant tout ce qui dérange pour pouvoir, soi-disant, à titre collectif, pouvoir sauver une planète, mais on s'en fout en fait à titre individuel de chaque personnalité. Tu n'existes plus en tant qu'individu, tu existes en tant que collectif. C'est exactement ce que je viens d'exposer. C'est-à-dire, c'est vraiment ça. Mais le problème, c'est que ce n'est pas vu et ce n'est pas compris par la majorité de la population. C'est-à-dire que les Mmh. gens se laissent avoir par les beaux discours, par les discours creux. En fait, le problème, c'est qu'une majorité de gens continueront malheureusement à élire ceux qui vont les détruire. C'est malheureusement vrai dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de cas. C'est Mais c'est rare que les gens vicieux. se mettent à élire quelqu'un qui va aller dans le sens du bien-être du peuple. En général, les gens, je sais pas, il y a une méconnaissance du sujet, il y a une absence totale d'observation et beaucoup de gens se laissent berner par la facilité de l'orateur, par le violon, par tout ce qu'on veut. Et le cas d'Emmanuel Macron, par exemple, est emblématique. Ce gars, il est élu en 2017, il nous fait un quinquennat calamiteux, répressif, où la France dégringole, et c'est quand même observable, je veux dire, c'est pas, Oui, on peut même pas traiter de complotisme, enfin, je veux dire, c'est juste l'observation. Il y a plus de chômage, plus de paupérisation, il y a moins d'industrie, tout est bradé à l'encan, tout est privatisé, je veux dire, c'est quand même un non-sens total. Et contre toute attente, il est réélu en 2022. Et là, on se dit, waouh, quand même. Alors, on peut me dire, oui, mais il n'a pas été réélu par une majorité. Mais je m'en fous. Il a quand même été réélu, ce qui veut dire qu'il y a des gens qui ont permis sa réélection. Donc, c'est là où alors, on se pose, où on peut se poser la question. Mais à un moment donné, enfin, je sais pas. Moi, je veux dire, je n'ai jamais voté pour Emmanuel Macron. Déjà pas la première fois, mais j'aurais surtout pas voté pour lui la deuxième fois. Je me mais dis, alors donc, il mais quand faudrait même, peut-être hein. voir une Il faudrait peut-être voir un mécanisme aussi qui est. Donc moi, je suis observatrice à l'extérieur, donc par rapport à ça, je regarde beaucoup et je fais des comparaisons entre la psychologie justement d'une seule personne qui est en choc post-traumatique. Il y a des gens qui sont qui adulent leur bourreau et une femme qui est battue, elle connaît ce qu'elle vit et qu'est-ce qu'elle fait, elle ne part pas de chez elle. Et j'ai l'impression en fait qu'on est dans une société qui est en choc post-traumatique et qui a une vision, si tu veux, de confort, même si c'est pas confortable, c'est ce qu'elle connaît, c'est ce que la société connaît. Donc on se contente de se dire oui mais on connaît ça, tu vois. Même si on est maltraité, on connaît, on sait. Tu vois, et je me dis qu'à l'échelle planétaire, on est un peu dans ce fonctionnement-là. Tu vois, qu'on a peur Et d'aller enfin, découvrir une nouvelle façon de diriger, où on met l'humain avant, parce qu'on se dit que peut-être on va pas fonctionner et gagner autant d'argent. Et pourtant, on se rend compte que des entreprises qui sont plus humanistes, qui mettent l'humain au centre de l'intérêt, eh bien, fonctionnent beaucoup mieux maintenant que les entreprises qui sont mondialistes.
Donc maintenant, les nouveaux principes d'entreprise, il y en a beaucoup maintenant qui mettent l'humain avant et qui impliquent justement leurs ouvriers ou leur personnel dans la gestion de l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'ils se rendent compte que en les responsabilisant, eh bien, ils vont avoir tout bénéf parce que les gens ne tombent pas malades, les gens adorent de venir travailler, s'impliquent dans leur travail, sont beaucoup plus satisfaits de leur, tu vois. Et je pense qu'en fait, on est à ce stade-là où les gens sont tellement habitués à avoir un confort où on nous dit ta gueule, occupe-toi de tes affaires, t'es juste con et reste con, et que eux, ils se disent ok, c'est bon, c'est comme ça. Mais tu vois, les nouvelles entreprises, je me dis que il y a des modèles économiques maintenant qui sont en train d'émerger chez les jeunes, où si on nous responsabilisait, qu'on faisait de nous des gens responsables de à l'échelle locale de notre ville, de notre village, et qu'on nous appliquait dans les choix, eh bien, ils auraient tout à gagner parce qu'on serait appliqué dans nos choix. Donc, je veux dire, on se sentirait investi et on avancerait avec eux. Et eux, en fait, ils vont à l'encontre de ça parce qu'ils en veulent plein pour eux tout seuls. Mais ça ne dure pas quand c'est comme ça. Aucune entreprise où le patron veut avoir pour lui, ça ne dure jamais. C'est ça qu'ils ne se rendent pas compte. Et là, on est au bord de l'effondrement D'accord. parce que c'est Ah ben, nous sommes d'accord. Alors en plus, tu peux ajouter un élément qui est aussi visible de plus en plus, c'est le phénomène que la justice ne fait depuis trop longtemps, ne fait plus son travail. ah, ça. C'est-à-dire que le problème, voilà, le problème, il est simple. Enfin, il est simple. Non, il n'est pas si simple que ça, mais on peut le résumer en quelques phrases assez simples. Le problème, c'est quel est le niveau d'éthique, quel est le niveau d'intégrité, quel est le niveau de justice d'une société dans son ensemble. Donc, d'une majorité de la population qui va vivre dans un pays donné. Le, et en fait, il y a quelque chose d'observable et de vérifiable. C'est-à-dire que plus une société dégringole au niveau de ses valeurs, au niveau d'une certaine éthique et d'une justice qui dégringole, qui ne fait plus son travail, plus la société explose et fout le camp. Et plus elle est en train de s'autodétruire et elle ira de toute façon à sa perte. Elle courra à sa perte. Et en réalité, en France, comme dans d'autres pays d'ailleurs, européen, puisque malheureusement on en est là, la justice, force est de constater, ne fait plus son travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là encore, j'ai vu passer une nouvelle aujourd'hui, une magistrate, qui est dans des affaires de conflit d'intérêts, de trafic d'influence, etc., n'est quasiment pas condamnée. Je crois qu'elle est en Martinique et elle va rester en poste. Wow. Le vice-président du tribunal de Dijon, il y a 2 ans, avec 2 ou 3 ans, avec son épouse, magistrate également d'ailleurs, prostituaient leur fille de 13 ans sur Internet, sur des sites libertins pédophiles. Elle, son épouse magistrate, n'a jamais été inquiétée, ne sera jamais condamnée. Quant à lui, il avait été condamné un peu en appel, il a fait en première instance, pardon, il a fait appel et il est condamné, fantastique, à 3 ans avec sursis, Alors, il est plus en poste, mais quand même, je veux dire, il est absolument pas condamné. Il prostituait sa fille sur Internet dans des sites libertins et pédophiles. Donc, à un moment donné, il faut bien regarder la chose en face. Nous n'avons plus de justice, ou de moins en moins. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a plus de garde-fou. Il n'y a plus une Non. institution qui est là pour remettre dans le droit chemin une personne qui s'en écarte. Et la justice est en train de plus en plus de mettre l'accent sur faire condamner des braves gens, Oui. euh, plutôt que de faire condamner des vrais criminels. Il y a quelques années de cela en arrière, je crois qu'il y a 8 ans ou 9 ans de cela, à Cahors, donc dans le Lot, un SDF qui avait cambriolé une maison pour voler, en fait, en réalité, un paquet de pâtes, parce qu'il avait faim. La propriétaire de la maison, un paquet de pâtes, il avait rien touché d'autre, il avait rien dégradé. Il avait réussi à rentrer par la fenêtre, il avait volé un paquet de pâtes, il s'est fait prendre, je sais pas, bêtement, peu importe. La propriétaire n'a même pas porté plainte. La justice, là, s'est empressée de le condamner parce que, soi-disant, il récidivait à 3 mois de prison ferme. Ferme. Et de l'autre côté, nous avons un On a des juge, ministres qui sont un pédophiles, des vice-président, ministres pédophiles. voilà. Et le gars, il prostitue un magistrat, il prostitue sa fille, il se prend 3 ans avec sursis. Mais où on est, là? Je veux dire. Alors, évidemment, tant qu'on a
Tant qu'on n'a pas de justice, eh bien, on n'a plus de justice. On peut pas avoir un pays qui fonctionne bien. Donc, on a une dégénérescence effectivement flagrante de la société. Et en Mm. réalité, le problème, c'est ça, c'est que dans nos pays, tous les lobbies LGBTQ+, ou woke sont poussés à l'extrême. C'est-à-dire que en réalité, tout est inversé. Ça veut dire que là, moi, quand je vois des gay pride aujourd'hui, mais je m'en fous qu'ils défilent. Mais quand je vois des mecs qui sont enchaînés avec des colliers à moitié à poil et en train de jouer À les côté chiens, d'enfants, à côté à côté d'enfants, d'enfants, je je me sais que dis ça là, l'est. faut peut-être pas pousser. Et s'ils ont envie de le faire en privé, alors là, ils font ce qu'ils veulent en privé. On ne peut Dans pas le domaine fumer dans les lieux professionnel, publics. On ne peut pas fumer dans les lieux publics, mais on peut montrer sa... Enfin, soit. voilà, on est d'accord. Donc, Bon, voilà. donc en réalité, voilà, je pense que et là, c'est là où je me dis effectivement, la majorité des gens ferait bien de commencer à dire non et ferait bien de commencer à taper du poing sur la table parce qu'à un moment donné, s'ils le font pas, eh bien tout ça, ça va dégénérer, ça va vraiment prendre le pas sur ce qui reste de nos valeurs. Et à ce moment-là, il faudra pas venir pleurer, hein, parce que là, ça sera un petit peu tardif quand même. Hein. Voilà. Mm. Alors, est-ce que tu as des projets au niveau des conférences ici bientôt ou Bah ici bientôt en Belgique, bah on attend notre ami Nicolas? François de Belgique, voilà, qui devrait peut-être nous organiser quelque chose. Ceci dit, bah oui, quant à moi, je suis toujours un peu par Mons et par Vaux. Là, j'étais en Suisse romande pour une série de conférences. J'étais à Paris aussi, et puis là, je vais repartir en Lorraine là, dans pas longtemps. Sinon, des projets, bah oui, on a un livre qui sort au mois de janvier 2025, coécrit avec mon ami Jean-Louis Zambert, qui s'appelle L'abandon français, et qui est justement la perte de la culture française, la perte de la francophonie, l'invasion de l'impérium US, enfin, voilà, on va encore se La faire des suite amis. logique, la suite logique. La suite logique, ça va sortir aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Et puis, écoute, bah, on continue. J'ai encore un projet d'écriture. J'ai deux, trois projets d'écriture encore. Mais enfin, bon, bref, bah, de toute façon, faut y aller, hein, comme on dit. Il faut On ne dénoncer un peu s'arrête ce qui plus quand mérite on de a... l'être. Non, je pense que voilà, maintenant tu as avalé la petite pilule rouge, c'est plus possible de faire marche arrière. C'est ça en La fait, mais rouge et aussi, la verte, je les ai pas dans les mains, là, tu vois. Mais voilà, tu c'est les as ça. avalés. Mais non, Voilà. mais c'est vrai que quand on est amené à découvrir au fur et à mesure, voilà, des gens comme toi, comme Raffortin, comme Charles, Sylvie Charles, qui grattent et qui se rendent compte effectivement de la puanteur qu'il y a. Ben, on ne sait plus s'arrêter, hein, évidemment. Hein. C'est sûr que plus on gratte et plus ça pue, et on se rend compte d'une déchéance complètement ben, qui est totale en fait de toutes les institutions. Tout est pourri, tout est gangréné, et il est temps effectivement de drainer, hein, comme diraient certains, le marais puant que nous avons créé au fur et à mesure parce qu'on a accepté. Et il faut prendre sa part de responsabilité. C'est on a accepté. Et je pense que les gens qui relancent à chaque fois, c'est de la faute des autres, c'est de la faute des autres. Non, non, soyez conscients que c'est de votre faute, c'est de notre faute. On ne s'est pas appliqué. Moi, je m'appliquais absolument pas dans la politique. C'est vraiment récemment, hein, bon, depuis la cause sanitaire. Moi, c'est vraiment tout récent. Hein. J'étais endormie comme tout le monde. Mais il est jamais trop tard pour bien faire. Et n'importe qui, que ce soit quelqu'un d'autodidacte ou quelqu'un qui a fait l'UNIF ou n'importe quoi, on s'en fout, on a tous des qualités et une intelligence bien, bien propre à nous. Et on est là pour la partager et peut-être, faire des alliances qui soient constructives, en fait, pour amener quelque chose de neuf, du sang neuf dans les institutions. Absolument. Absolument. Il est temps de vider les écuries d'OGS, de les nettoyer. Ouais, Nous sommes d'accord. oui, exactement. Est-ce que tu as dernier petit mot que tu pourrais dire à nos auditeurs? Un dernier petit mot, bah déjà merci à toi et à de faire ce que tu fais parce que sans toi et ton média, sans les médias libres et indépendants, bah il n'y a aucune information qui pourrait circuler. Donc c'est toujours un plaisir de pouvoir s'exprimer grâce à un média libre indépendant. Donc bravo à toi. Et donc faut faire circuler l'information. Ça, j'ai pas besoin de
peut-être de le dire, mais je le redis à chaque fois, il faut vraiment faire circuler les véritables informations grâce aux médias libres indépendants, grâce aussi à une poignée d'écrivains qui essayent d'écrire des livres expliquant un peu les choses. Et je remercie d'ailleurs aussi une poignée de maisons d'édition qui ont le courage de nous éditer, parce que croyez-moi, c'est un monde qui est aussi complètement gangréné, vérolé, le monde de l'édition. Et puis sinon, ben, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, on a tous le pouvoir de dire non, et je pense que ça devient une nécessité. Voilà, sans violence, sans rien, on peut tous avoir le pouvoir on a tous le pouvoir de contester, de pouvoir dire non et de refuser tout ce qui est ordre et loi liberticide, surtout quand ça commence à aller dans le sens de la contre-survie. Voilà. Bon, merci Claude pour ce petit passage Reporter citoyen. Je remets en avant la pochette de ton livre. Donc on peut le retrouver dans toutes les bonnes maisons d'édition pour ceux qui préfèrent le commander directement. D'accord. Et alors sinon, c'est sur Amazon aussi, hein, je veux dire pour ceux qui ont des difficultés de se déplacer, etc. Absolument. Voilà. Bon, écoute, je te souhaite une bonne continuation. Tu es toujours le bienvenu sur notre chaîne. Et voilà, on est soudés. On fait le travail chacun de notre côté. Il faut que ça continue, qu'on puisse peut-être créer des petits ponts entre les différentes personnes qui se battent et qui veulent le meilleur. Parce que se battre, c'est même pas ça, qui veulent construire un monde meilleur, c'est encore mieux. Donc je te remercie vraiment pour tout ce que tu fais. C'est gentil. Voilà, on est de tout cœur avec toi, on est de tout cœur avec la France, puisque bon, vous êtes nos voisins directs, c'est la francophonie. Nous sommes sur le même bateau et nous devons nous serrer les coudes et pas être dans une compétition, parce que le problème aussi, c'est que parfois on voit des compétitions même dans la résistance, et c'est un peu dommage parce qu'on a tous notre rôle à jouer et peu importe à quel stade on est important. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci à À toi. la prochaine. À la Bisous Claude. prochaine. Bisous.